Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous nous trouvons à Dunkerque et plus précisément devant le bastion 32 qui sert de musée de la poche de Dunkerque. Je suis en compagnie de monsieur Philippe Bizien, bonjour. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir sur ce lieu hautement symbolique, hautement historique. Tout d'abord pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis donc Philippe Bizien, président du Mémorial du Souvenir. Mémorial du Souvenir est l'association qui gère et s'occupe donc du musée Dunkerque 1940. Alors, le bastion 32, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle fut son histoire et quel a été son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale ? Absolument. Alors le bastion 32 a une histoire toute particulière lors de la bataille de Dunkerque et évidemment l'opération Dynamo, puisqu'elle a accueilli le commandement français pendant la bataille de 40, mai-juin 40, les 9 jours de l'opération Dynamo. Le bastion 32 en lui-même était un endroit dans lequel on cantonnait les troupes, c'était une infirmerie également, mais le poste de commandement était juste à côté, ici, et le poste de commandement qui accueillait donc le commandement français terre et mer pour cette opération. Très bien, et juste derrière moi, donc on a un canon de DCA qui représente aussi la défense franco-britannique de la poche de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots son utilité pendant cette défense de Dunkerque face par exemple à l'aviation de la Luftwaffe ? Ah oui, alors c'est un canon Schneider, de marque Schneider, calibre 90 mm. Alors il est malheureusement pas tout à fait complet, il manque quelques éléments, quelques pièces à côté, mais globalement c'est une pièce assez unique, ce canon de 90. Il y a son équivalent qui est très connu chez les Allemands, c'est le fameux canon de flak 88. Celui-là c'est un 90, c'est vraiment la même chose, c'est un canon à la base anti-aérien. Voilà. Donc il y en avait autour de Dunkerque, sur les unités, pour la défense anti-aérienne, absolument. Eh bien, on se trouve ici au sein du musée, donc le bastion 32. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le contexte historique si on se place en mai 1940 à cet endroit-là ? À cet endroit-là, le musée n'est pas le musée. 1874, nous avons une fortification de Serré-des-Rivières qui a été construite et le commandement français en juin 40, mai-juin 40, vient s'installer ici pour pouvoir diriger et piloter l'opération, la bataille de Dunkerque et viendra après, quelques jours plus tard, l'opération Dynamo. L'ensemble du commandement s'installe à côté et ici devient une zone de vie, cantonnement, nourriture, infirmerie. Alors, que pouvons-nous voir à travers ce musée qu'on va découvrir ensemble ? Vous avez ici le musée, lui, il va vous accompagner depuis la montée du nazisme jusqu'au déclenchement donc des hostilités en septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne, puis évidemment la déclaration de guerre anglaise puis française. Cette période de la drôle de guerre, toute cette partie, un moment d'attentisme, on peut, jusqu'aux nouveaux événements du 10 mai 40. La phase offensive allemande, l'évacuation et la partie de l'exode, qui est partie intégrante de cette période-là, toute la partie de l'exode, les différentes batailles, dont la bataille de Dunkerque évidemment, qui s'étend depuis La Panne et au-delà, la poche de Lille. On va vous accompagner sur cette bataille de Dunkerque, l'opération Dynamo, vous allez suivre un petit peu tous ces événements jour après jour. La partie de l'occupation, toute la phase de l'occupation et la libération de Dunkerque qui intervient le 9 mai 45. Pardon. Alors, en 2017 sort le film de Nolan sur Dunkerque. En quoi ce film a été une nouvelle impulsion pour le musée ? Dunkerque, par Nolan, c'est quand même un film international. Donc
grosse visibilité. C'est un projecteur, un coup de projecteur énorme pour Dunkerque, évidemment, et pour le musée en particulier. Nous avions avant un musée qui accueillait beaucoup d'Anglais. 44% de notre public, un public européen, un petit peu d'américain. À partir de la sortie du film de Nolan, là, ça s'est beaucoup internationalisé. On a vu venir des Chinois, des Japonais, des Mexicains, vraiment des gens de partout. Alors on va se diriger sur cette maquette qui me semble très intéressante parce que on observe en fait que le génie britannique va utiliser les véhicules disponibles sur la plage pour former un peu une porte de sortie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène importante ? Oui, faut se replacer dans le contexte. Dans le contexte, on a la brigade anglaise qui est une armée professionnelle, qui arrive avec une armée très mécanisée, qui arrive avec beaucoup de matériel. L'armée française qui était au nord, qui est celle qui est partie en Belgique, puis en Hollande, était également une armée très mécanisée. Donc, tout ce beau monde, là, lorsqu'il revient et qu'il se retrouve dans la poche de Dunkerque, se retrouve avec son matériel. Au point ça créé des embouteillages. Il y avait du matériel absolument partout. Les Anglais en étant arrivés à bloquer à quelques kilomètres de Dunkerque, à bloquer les véhicules qui ne pouvaient plus venir, puisqu'on ne savait plus où les mettre. Voilà, embouteillage complet. Donc, cette abondance d'équipement a donné l'idée au génie anglais, au moment du déclenchement de l'opération Dynamo, de réaliser des pontons. Une bauche de matériel, on ne sait pas quoi en faire, autant qu'il s'arrête, ça soit utile à quelque chose. Donc ils les ont mis bout à bout pour faire ces pontons et pallier les mouvements de la marée. Parce que ces petits little ships, ces petits bateaux qui ne sont pas du tout faits pour aller en haute mer, quelque part, n'avait que de rôle de faire la noria entre les pontons, entre les plages, et les bateaux qui attendaient plus au large. Ils faisaient cet aller-retour comme ça. Alors, pourquoi on peut apercevoir ces panaches de fumée sur cette toile face à nous ? Là, ici, vous avez une très belle représentation de ce qu'on pouvait... comment on pouvait imaginer les choses à cette période-là. Beaucoup de soldats, on a 400 000 soldats à peu près qui sont sur cette zone-là de combat. Énormément de matériel, des bateaux un petit peu partout, des Allemands qui bombardent les voies principales, le port, les installations portuaires et avec elles les réserves de pétrole. Ces réserves de pétrole qui se mettent à brûler, qui créent des nuages et qui vont les gêner d'ailleurs, parce que ça va empêcher les aviateurs allemands d'avoir une visibilité de leur cible. Donc quelque part, ça sera bénéfique plutôt à l'évacuation. En effet. Alors on va poursuivre sur la suite de ce musée, et notamment avec cette maquette qui me semble tout à fait intéressante. Pour les navires qui sont venus secourir l'armée franco-britannique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'était que du civil, que du militaire ? Alors vous aviez c'était un mixte, évidemment, puisqu'il y avait un énorme besoin de navires. Donc l'amirauté anglaise a fait venir ce qu'elle avait, le plus possible. Donc ici, on retrouve et sont représentés des bateaux aussi hétéroclites que des bateaux à roues à aubes, qui avaient l'habitude de naviguer sur la Tamise et se retrouvaient à traverser la Manche pour évacuer les Tomises. Mais vous aviez aussi, alors ça fait l'objet de certaines réflexions, c'est qu'on avait majoritairement des navires anglais. Oui, majoritairement des navires anglais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Alliés se sont répartis les zones. Les Anglais étant au nord, ils se sont dit on va prendre la partie nord. Et donc la Navy, elle, était stationnée là, alors que les Français, donc du coup, pouvaient se retrouver en Méditerranée et l'Atlantique. C'est ça, exactement. Puis bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de batailles également en Afrique du Nord et en Méditerranée avec les Italiens et les Allemands. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux jetées qu'on peut trouver aujourd'hui à Dunkerque ?
Oui, absolument. Alors vous aviez la jetée Est qui était dédiée à l'évacuation des troupes anglaises. Maintenant, il n'en reste plus grand-chose. On peut le voir. Cette construction en bois assez atypique, qui a été représentée, assez bien représentée d'ailleurs dans le film de Nolan. Oui. Et puis la jetée Nord, qui part du phare de Saint-Paul, qui, elle, permettait l'évacuation des troupes françaises. Alors là, on regarde sur cette image l'évacuation de soldats, j'imagine britanniques. Est-ce que ces soldats savaient nager? Est-ce qu'ils n'étaient pas habitués non plus à se retrouver dans ce désordre aussi un peu sur ces plages? Alors oui, à l'époque, pas beaucoup de gens savaient nager en fait, en réalité. Donc là, vous avez en plus, ce ne sont pas des marins, ce sont des soldats de troupes. Alors, on voit que par la gourde, on s'agit plus d'un soldat français. Et mais là encore, cette photo, elle est terrible parce que cette image, elle nous montre quoi? Elle nous montre des gens qui ont été évacués a priori, qui se retrouvent repêchés. Pourquoi je dis évacués? Parce que vous voyez qu'ils sont dans une mare de mazout. Ah oui. Ils sont dans une mare de mazout. Donc en fait, c'est un bateau qui a sombré. Et quand un bateau sombre, il y a des débris et il y a du mazout. Et c'est comme ça aussi que les gens se noient, tout simplement. Soit le mazout est en feu, ou soit ils sont alourdis par ce mazout. Et là, ils essayent de s'extirper avec une échelle, vous voyez, vraiment typique comme celle-ci, qui était un don d'ailleurs. Une vraie échelle de cette période-là. Sur la scène d'à côté, on voit la RAF et la Luftwaffe, d'où leur importance durant cette bataille de Dunkerque. On sait que la RAF a mobilisé quelques avions de chasse et des bombardiers pour soutenir cette opération de rembarquement, et la Luftwaffe qui a mobilisé, je crois, 800 à 1000 avions de chasse, bombardiers, Stuka, etc. Quel a été le rôle de ces deux aviations durant cette bataille de Dunkerque? Alors, on ne va pas oublier l'armée française, l'armée de l'air française. Elle est représentée ici. Ici, vous avez un pilote français. Vous avez un pilote français, un pilote effectivement de la RAF et deux pilotes allemands. Alors, ces acteurs-là, il y a eu de sacrées batailles. Alors, les troupes au sol se sont plaintes de manque de couverture de l'armée de l'air, qu'elle soit britannique ou française. Mais en réalité, il y a eu énormément de combats et l'armée allemande a perdu beaucoup d'avions. Mais ça se passait plus en altitude et plus en amont, enfin plus derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voyaient pas ces combats, ils ne les vivaient pas. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était les avions qui étaient passés et qui les attaquaient, en fait. Donc ces avions-là se sont retrouvés de temps en temps interceptés, mais c'était pas là le combat aérien, il ne se passait pas là, il se passait bien plus haut, bien plus loin, en fait. D'où ces critiques qui sont arrivées après. Oui. Donc là, on observe sur cette carte 3 routes maritimes qui ont été dessinées par les forces d'évacuation. Oui. Est-ce que ces chemins étaient dangereux pour ces forces de rembarquement? Alors oui, elles n'étaient pas toutes exploitables en même temps. Je m'en explique. C'est que vous aviez la route X, elle, qui était une route qui était un axe le plus direct, mais malheureusement miné et inutilisable pendant un temps, puisqu'il a fallu créer des ouvertures et donc enlever les mines. La route Z, elle, qui a été utilisée comme la route Y, étant la plus longue, oui. La route Z a été fermée à un moment, puisque les Allemands, ayant occupé Calais, étant arrivés par là, bombardaient et attaquaient les navires directement. Donc en fait, au final, les Alliés ont évacué par la route la plus longue, qui s'est avérée aussi une route assez dangereuse au final, mais qui était protégée le plus longtemps. Et jusqu'à l'ouverture donc de la route X, le déminage de la route X sur les derniers jours. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu les corvettes, il y a eu les contre-torpilleurs, les torpilleurs allemands, tout ça qui veillaient aussi au grain. Oui, ce sont plus de 250 navires qui sont perdus sur cette opération quand même. C'est beaucoup. Alors ici, on se retrouve devant une carte de la poche de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu les points stratégiques de cette poche? Oui, alors vous avez deux cartes. Et ici, elle a daté du 31 mai. Vous voyez, on est déjà avancé dans l'opération. Mais que dit cette carte? Globalement, ici, à l'ouest, vous avez des poches de résistance au niveau de Mardyck. Ici, vous êtes à Bergue, grosse poche de résistance.
Vous avez plus au nord, hein, à l'est et au nord, hein, ces grandes zones, voilà, qui sont protégées par des inondations, hein, avec les moires. Tout ça, ce sont des zones inondées qui font des défenses naturelles, en fait, hein, quelque part. Vous voyez. Mais depuis Brédune, donc on est déjà là, on n'est plus à La Panne, hein, on est en France, depuis Brédune jusqu'à Mardic, en passant par Bergues, la poche est quand même, au 31 mai, assez réduite. Oui. Et alors, on a le fort des Dunes qui est par ici, si je ne me trompe pas. Le fort des Dunes, vous l'avez là. Ah voilà, fort des Dunes qui a été important, et nous nous trouvons ici. Exactement. Et donc la zone de rembarquement, c'est effectué des 2 jetées ici, si je me trompe pas. C'est ça. Et l'ensemble de cette plage qu'on voit ici, de Malo-les-Bains à Zieucotte. Alors à cette date-là, oui, puisque lorsque ça a commencé, ça a commencé en Belgique. Et donc la seconde carte au 3 juin au soir, c'est-à-dire un peu vers la fin de la poche de Dunkerque, qu'est-ce qu'on peut y voir à travers cette carte ? Là, nous sommes donc, comme vous venez de le dire, le 3 juin, à la veille quasiment de l'opération, à la fin de l'opération. On voit qu'il y a quand même, depuis Coudekerque, des percées, enfoncement des lignes alliées. La poche, elle est réduite, vraiment au niveau de Rosendal à Dunkerque. Donc maintenant, on est vraiment sur une bande de terre qui est quand même très fine ici. La poche est enfoncée. Ici, ça résiste un petit peu mieux parce que, de par le fait qu'il y ait les inondations, les Allemands sont obligés de prendre des axes routiers principaux qui sont donc plus faciles à protéger. Et là, vous avez toujours, du côté de Mardic, de la résistance. Ça ne perce pas. Mais globalement, la bande de terre est bien enfoncée. Elle est toujours assez large par rapport au 31, mais elle s'est réduite en profondeur, en épaisseur. Alors ici, on se retrouve face à une pièce de DCA, alors britannique, allemande. Alors nous sommes face à une pièce antiaérienne, effectivement, de DCA, allemande. C'est un jumelage de mitrailleuses MG34, double affût, donc MG34, assez basique. Vous avez un simple affût, un châssis, vous voyez une chaise toute basique en bois. C'est monté sur des carrioles. Oui. C'est monté sur, après des véhicules, mais au début sur des carrioles hippomobiles. Le servant est là, il a une visée anti-aérienne et ce double affût qui commande avec une petite poignée. Alors derrière nous, on a une pièce assez importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle est ? Oui, alors là on est face à un canon tchèque, marque Skoda, connu pour les véhicules maintenant, mais l'industrie tchèque à l'époque est une grosse industrie de l'armement. Ils produisent énormément d'armes de qualité d'ailleurs, chars, canons, fusils. Et les Allemands, lorsqu'ils vont envahir la Tchécoslovaquie, ils vont faire mainmise là-dessus, sur cet outil de production, et ils vont augmenter et décupler leur capacité de production d'armement. Voilà. Alors ici, on se retrouve face à une stèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste-t-elle ? Oui, alors on retrouve une stèle en l'honneur et en l'hommage des Tchèques qui ont tenu ici la poche de Dunkerque avec la résistance française. Ces Tchèques étaient commandés par le général Liška et ils ont encerclé et maintenu en fait les Allemands cantonnés jusqu'à la libération de Dunkerque. Donc on leur rend hommage ici par la mise en place de cette stèle. Et face à nous, on retrouve donc des vestiges de parties d'avions de chasse britanniques ou de bombardiers, si je ne me trompe pas. Ces avions étaient retrouvés, j'imagine, un peu partout sur Dunkerque, les environs, même des avions allemands. Que pouvez-vous nous dire sur ces pièces que vous avez apportées au musée ? Alors là, vous êtes face à des vestiges récupérés en mer. Des moteurs d'avion, alors très connu ici, un Merlin Rolls-Royce, Merlin qui équipait les fameux Spitfire, les cracheurs de feu, les avions qui ont succédé aux Hurricanes du début des conflits. Technologiquement, des moteurs magnifiques, voilà. Et comparativement, si vous voulez, à un moteur de début de conflit, qui est un moteur en étoile, 9 cylindres en étoile, qui équipait les Bristol, des bombardiers bimoteurs.
Et puis là, à la fin du conflit, on est face à un moteur qui équipait les Hawker Typhoon, ce chasseur bombardier lourd, d'attaque au sol par roquette, avec un moteur, une hélice qui entraîne une hélice de 4 mètres de diamètre, un moteur vraiment atypique, un chenille louvoyante de 24 cylindres. Alors pourquoi parle-t-on du miracle de Dunkerque ? Ah, le miracle de Dunkerque, Spirit of Dunkerque. Oui. Alors, le miracle de Dunkerque, ce sont les Anglais qui ont utilisé ça, parce que Dunkerque, c'est l'évacuation de 328 000 soldats, 200 000 Anglais. Lorsque l'opération est lancée et voulue par Churchill, il estimait, enfin son état-major estimait que dans le meilleur des cas, ils évacueraient 50 000 soldats. Ils en font 4 fois plus. Et avec les Français, ils en font 6 fois plus. Donc, c'est effectivement le miracle de Dunkerque. Est-ce que vous avez des familles d'anciens combattants qui viennent ici au musée, ou même des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui viennent et qui sont heureux de voir qu'un musée a pris forme ici ? Alors, oui, on a eu la chance d'avoir des vétérans. Des familles, maintenant, on en a. De temps en temps. Les vétérans, ils sont plus rares, malheureusement, puisqu'ils ont plus de 100 ans. Nous avons accueilli, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, une personne assez atypique, Monsieur Aumaître, qui on peut rendre hommage rapidement ici, qui était tankiste à l'époque, et qui avait combattu en Belgique. Il est monté jusqu'en Hollande, sur des chars, et il a combattu ici à Dunkerque, au hameau des Neiges. Et lorsque vous écoutez son récit, que l'on a enregistré d'ailleurs, on reste quand même assez stupéfait et on l'écoute. C'est quelque chose d'assez émouvant. C'est un enregistrement qui porte. Oui. C'est toujours intéressant d'avoir cette mémoire. Oui. C'est important. Et est-ce que les pièces que vous avez ici, ce sont des pièces qui ont été données par des personnes, des collectionneurs ? Est-ce que vous avez des dons également qui sont effectués au musée ? Alors oui, la collection s'est constituée au fil de l'eau. C'est une association qui gère, comme je l'ai déjà évoqué. Donc cette association a vu le jour en 90. Vous voyez, ça fait un moment. Et au fil de l'eau, donc elle a constitué cette collection avec des achats, des dons. Et après des objets comme les moteurs qui restent propriété de l'État, dont on est détenteur simplement, voilà, les différentes sources. Avez-vous des événements marquants au sein de ce musée, par exemple? Est-ce que vous avez des expositions temporaires ou sur le parvis même du musée Bastion 32? Est-ce que vous avez des véhicules qui arrivent de temps en temps? Vous avez des dates marquantes de l'année? Oui, alors c'est un sujet intéressant puisqu'on est en plein dans ces mouvements-là. Alors la muséographie, on cherche évidemment à la faire évoluer. Là, nous avons rentré un nouvel espace avec un Lafli, un véhicule français typique de l'époque, avec un V15T, qui nous a gentiment prêté par un collectionneur privé, que l'on a habillé dans une scénette. Là, c'était l'occasion cette année, en 2022, de fêter un petit peu la sortie du film de Nolan, 5 ans après. Donc c'est le thème de cette exposition temporaire qui met en avant, par des très belles photos, tout un ensemble de photos et de présentations, de tournage de ce film. Ça nous a été gentiment remis par l'association des Dunes de Flandre. Voilà. Et sinon, en termes d'opérations extérieures, oui. L'été, nous avons fait 2 années de suite un rassemblement de véhicules sur un week-end, des véhicules de 40, pour ne pas rentrer dans le principe du schéma habituel américain. On reste dans notre thématique. Et là, l'idée, c'est de reconduire ça fin mai, maintenant, de partir sur cette date anniversaire de fin mai et de créer cette date anniversaire régulièrement tous les ans et de proposer aux collectionneurs, aux figurants de nous rejoindre et de commémorer cette période de l'histoire. Alors si vous aviez une bouteille à la mer à transmettre aux jeunes générations qui vont nous écouter, un message d'espoir, d'avenir pour ces jeunes générations qui viennent également au musée, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire ?
Il faut à la fois trouver un message simple, et c'est tellement complexe parce que l'histoire elle est complexe, elle est longue, mais l'histoire est importante parce que l'ignorer, c'est recommencer perpétuellement les erreurs. Il faut la connaître pour justement éviter ça et se dire que on se doit de préserver cette paix, on se doit de poursuivre la paix que nos ancêtres ont chèrement, au prix de leur vie, défendue. Voilà. Donc l'espoir est toujours là. Évidemment, il faut les garder et croire en la bonté humaine. Voilà. C'est sur ces mots que je souhaitais vous remercier de nous avoir accueillis Merci à vous. Ici au musée. C'est pour moi important de mettre à l'honneur la bataille de Dunkerque qui a souvent été mise de côté et pourtant qui a été cruciale, puisqu'on dit souvent que sans la bataille de Dunkerque, il n'y aurait peut-être pas eu le 6 juin 1944 ou peut-être même que la Grande-Bretagne aurait capitulé assez rapidement. Le fait qu'il y ait ce musée implanté ici au Bastion 32, riche d'histoire, augmente aussi cette richesse de la mémoire. Et donc c'était vraiment un honneur de pouvoir venir ici, chez vous, découvrir ce musée. Donc je tenais à vous remercier vraiment d'avoir accepté cette aventure. Avec grand plaisir. Et puis j'espère que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent viendront découvrir ce musée qui est très riche en histoire. Vous pourrez y découvrir vraiment pas mal d'objets, de véhicules également de l'époque. Donc pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien évidemment, je mettrai les liens des réseaux sociaux sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver facilement ce lieu magique situé dans le Nord-Pas-de-Calais à Dunkerque. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. Au revoir.